Bien, mes chers collègues, bienvenue à ce second conseil municipal de cette mandature auquel vous avez été invités par un courrier en date du 10 juillet 2020. Mes chers collègues, avant d'aller plus loin, je souhaiterais inscrire un 16e point à l'ordre du jour. Et vous le savez, lorsque nous inscrivons un point supplémentaire, eh bien, je suis dans l'obligation de vous demander votre approbation. Ça n'est ni plus ni moins qu'un petit rapport, puisqu'il s'agit seulement de la désignation d'un représentant de notre collectivité auprès du Siscodelb, le syndicat départemental d'électricité, qui nous a fait savoir cet après-midi qu'il avait la nécessité de cette désignation pour pouvoir réunir ces instances le plus rapidement possible. J'espère, mes chers collègues, qu'il n'y aura pas d'opposition de votre part sur ce point. Monsieur Jacques. Enfouissement de réseau. Vous savez que le Siscodelb, pour les nouveaux élus, je suppose qu'ils sont tous informés du fait que c'est l'organisme qui était présidé jusqu'à maintenant par Christian Ariès, si mes souvenirs sont bons, et qui permet aussi de financer l'enfouissement de réseau. Vous savez que je suis attaché à l'enfouissement de réseau, comme d'autres communes l'ont engagé. Peu a été fait dans ce domaine sur la ville, et je souhaiterais qu'on aille plus loin. Donc je ne connais pas vos intentions, monsieur le maire, madame l'adjointe aux travaux, mais peut-être pourriez-vous nous éclairer dans ce domaine. C'est un sujet que nous aurons l'occasion d'aborder. Aujourd'hui, le Siscodelb ne finance quasiment plus l'enfouissement des réseaux qui reste à la charge quasi entière et exclusive de la collectivité. Simplement, un ordre de mémoire, mes chers collègues, la rue de Boismont qui fait 1,3 km, l'enfouissement des réseaux représentait près de 800 000 €. Je parle sous le contrôle de madame l'adjointe aux travaux. Donc ce sont des sommes qui sont très très lourdes. Bien évidemment, il faut que l'on aille dans cette direction, mais peut-être commencer petitement par des secteurs comme les secteurs des centres-villes pour avancer après sur d'autres secteurs où le coût serait et sera beaucoup plus important. Je vous remercie pour l'ajout de cette question à l'ordre du jour. Je prends acte également du papier qui a été déposé sur table par M. Servagi et que nous joindrons au compte-rendu de cette réunion. À cet instant, j'ai reçu les pouvoirs de M. Thomas Velcher à Mme Muriel Ferraro, de M. Marco Agostini à Mme Chantal Collet, de M. Guy Vandendrich à Mme Aurélie Neily et de Christian Ariès à votre serviteur. J'en profite, compte tenu des événements qui se sont déroulés la semaine passée à la communauté d'agglomération, pour remercier bien évidemment notre collègue et président Christian Ariès du travail réalisé pendant 6 années dans cette structure intercommunale où, contrairement à ce qui est dit, beaucoup de choses ont évolué, les finances ont été assainies et un certain nombre de dossiers ont vu le jour. On peut toujours exprimer le regret que ça n'avance pas assez vite. En tout cas, des choses ont été faites, des dossiers lourds ont été engagés qui trouveront aboutissement dans le mandat qui vient. En tout cas, je voudrais le remercier vraiment pour son travail, sa connaissance des dossiers, sa présence qui nous a permis aux uns et aux autres de pouvoir mesurer les avancées de notre intercommunalité et de souhaiter bon vent à la nouvelle intercommunalité, tant ces défis seront importants à réaliser. Évoquer les choses et dire des choses eh bien, relève de l'incantation. Les faire, c'est autre chose et c'est bien évidemment au pied de l'immeuble qu'on verra le maçon. Ensuite, mes chers collègues, je voudrais vous présenter des félicitations au nom de notre conseil municipal à M. Marietta
pour employé au service technique pour la naissance de son garçon le 13 avril dernier, pour monsieur Madjoubi pour la naissance de sa fille le 6 mai 2020, pour monsieur des Sports pour la naissance de son garçon le 2 avril dernier, et pour Madame Bouchel-Gahem pour la naissance de sa fille le 10 avril 2020. Et puisque nous sommes dans le temps des félicitations, mes chers collègues, je voudrais souhaiter un excellent anniversaire à Marie-Christine Hinal, qui fête ses 35 ans en ce jour. Félicitations, Marie-Christine. À l'ordre du jour, mes chers collègues, nous avons en point numéro 1 le procès-verbal de la séance du 5 juillet dernier. Y a-t-il sur ce compte-rendu des remarques à formuler? Monsieur Servagi. Merci, monsieur le maire. Bon anniversaire alors, Marie-Christine. Oui, je vais faire simplement la lecture du petit mot que j'ai déposé à chacune et chacun d'entre vous. Le conseil municipal d'installation du 5 juillet dernier, premier conseil municipal de la mandature, a été marqué par un incident qui ne figure pas, monsieur le maire, à cette heure et dans cette rédaction au procès-verbal de la séance. Un incident qui ne doit pas se reproduire. L'un de nos collègues s'en est pris de façon choquante et inadmissible à ce qui relève de la sphère privée. Édouard Jacques, élu de notre Assemblée, a attaqué ce qui est ma vie privée en mêlant dénigrement gratuit et allégations mensongères. Pour mémoire, je vous rappelle les propos équivoques d'ailleurs qu'il a tenus, relatifs à l'aide juridictionnelle, à l'entreprise familiale en faillite, aux étudiants en droit, j'en passe et des meilleurs. Ce genre de comportement, monsieur le maire, n'a pas sa place dans la vie démocratique. D'ailleurs, allons-y, et dans quelconque autre assemblée que ce soit. En quoi cette façon de clabauder, voire de calomnier, peut-elle intéresser les longoviciens qui nous regardent, qui nous écoutent? En quoi une intervention diffamante, blessante, dont le seul but est de nuire à une personne, peut-elle apporter quoi que ce soit au débat public, au débat démocratique, à notre ville? Cette attitude est inadmissible, en tout état de cause et en toutes circonstances, ici comme ailleurs. Elle l'est d'autant plus lorsqu'elle est publique, et non dans le cadre d'une conversation privée. Elle l'est plus encore, mes chers collègues, lorsqu'elle est divulguée dans une séance d'assemblée délibérante de la République française, et plus encore lorsqu'on sait ce qui a été le score extraordinaire de l'abstention le 28 juin dernier, dans notre ville en particulier. Au-delà du caractère odieux de l'attaque, qui regarde l'auteur et pas les longoviciens, il y a l'image que nous renvoyons, les unes et les autres, collectivement, de cette Assemblée, du respect que nous devons aux habitants, de la qualité des débats que nous leur devons. Le maire de la ville, ni plus qu'aucun élu doté de bon sens républicain, ne peut rester inerte face à de tels forfaits. Cet incident n'est pas anodin. Il ne peut pas être sous-estimé, ce n'est pas de la chamaillerie politicienne, ce n'est pas du débat public, ce n'est pas de l'accrochage verbal. Il s'agit d'une attitude intolérable qui doit être dénoncée comme telle et que le président de notre Assemblée, c'est-à-dire vous-même, monsieur le maire, doit sanctionner comme tel. L'article dont je fais lecture, qui est l'article 2121-16 du Code général des collectivités territoriales, qui draine le fil de nos délibérations, rappelle que, je cite, « Les séances du conseil municipal sont présidées par le maire a seul la police de l'Assemblée et peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu troublant l'ordre public. » De même, l'article 29 d'une loi très importante dans notre pays, qui est la loi de 81, indique que, je cite, « Toute expression outrageante, tout terme de mépris, d'invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait est une injure. » Il s'agit d'un délit. Au-delà de ça, aucun d'entre nous, mes chers collègues, aucun d'entre nous ne doit être victime, dans le cadre de ses fonctions de conseiller municipal, et en séance notamment, d'un comportement qui vise à nuire à son honneur, à son image, à sa réputation.
Aucun d'entre nous, y compris la personne qui s'est abandonnée à ce dérapage, ne peut être ainsi mis en cause dans sa vie privée, au plan professionnel, personnel. Chacun de nous, à cette table, à cette assemblée, dispose d'une même légitimité, celle des urnes, d'un même droit au respect. Nous avons aussi des devoirs. Un élu, digne de ce nom, doit agir en républicain à l'égard de ses collègues. Vous l'avez justement souhaité, monsieur le maire, en nous proposant la charte de l'élu local. Il faut que les paroles soient suivies d'actes, et cet incident nous en donne l'occasion. Nous ne pouvons accepter de telles dérives qui ressortent de régimes politiques ombrageux. Et il convient donc que ceux-ci ne se reproduisent plus. C'est pourquoi je vous soumets 3 propositions, notamment dans le cadre de ce que nous aurons à voter dans les 6 mois, qui est le règlement intérieur de cette Assemblée. Première proposition, acter dans ce règlement que nous voterons qu'à chaque fois qu'un élu s'en prend à la vie privée d'un de ses collègues, le maire intervienne et propose à notre conseil municipal de voter son expulsion de la séance et l'inscription de l'incident au procès-verbal. Ça me paraît le minimum. Deuxième proposition, signaler à la presse, par une tribune commune des élus du conseil municipal, un écart du débat public de ce type, afin que les Longoviciens soient informés d'un tel comportement. Tout le monde ne regarde pas le conseil sur YouTube ou ne peut se rendre à un conseil municipal. Et enfin, rectifier, c'était le sens de cette intervention, monsieur le maire, le PV de la séance du 5 juillet, objet de ce point à l'ordre du jour, en y précisant cette attitude. J'en appelle ici, mes chers collègues, et je vous le dis les yeux dans les yeux, non seulement à votre conscience républicaine, mais encore et surtout à votre conscience personnelle. Mettez-vous en situation. Pour ma part, jamais je n'accepterai, y compris si c'était à l'encontre de M. Jacques, une telle attitude à l'égard de quelqu'un, à l'égard d'un des nôtres, d'un membre de ce Conseil, d'une telle attaque envers la vie privée. Si cela devait arriver, monsieur le maire, je demanderai sans délai une suspension de séance pour vous inviter à en exclure l'auteur. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci, monsieur Servagi. Premier élément, il ne faut pas confondre un procès-verbal et un compte-rendu. Le procès-verbal de notre séance acte simplement les délibérations que nous prenons. Il ne notifie pas toutes les interventions qui ont lieu, sauf celles qui nous sont remises par écrit et qui figurent au procès-verbal de notre séance. Deuxième élément, je ne vais pas demander à tout un chacun d'avoir des cheveux gris pour pouvoir exprimer dans leurs propos la sagesse qui doit être la leur. Nous sommes ici dans un conseil municipal, nous représentons nos concitoyens. Doit-on en permanence faire appel au code pénal pour rappeler à l'ordre et pour rappeler simplement au bon déroulement de notre séance que le propos doit être simplement un propos lié aux questions qui sont les nôtres dans ce conseil municipal, quitte à exprimer de manière respectueuse les différences que nous pouvons avoir. Et comprenez que je vais m'en tenir là et que nous aurons l'occasion, bien évidemment, avant la fin de cette année, de voter le règlement intérieur que nous n'avons pas pour l'instant, puisque le dernier a été échu à la dernière mandature, et que nous allons donc voter, avant la fin de cette année, un nouveau règlement qui peut-être reprécisera un certain nombre de points, mais en espérant, mes chers collègues, que l'invitation que vous me faites, monsieur Servagi, ne trouve aucunement un jour dans notre Conseil une réalité. Ce serait excessivement dommage pour notre démocratie, et ce serait excessivement dommage pour les Longoviciennes et les Longoviciens qui nous regardent ce soir et qui nous regardent d'ailleurs de plus en plus nombreux. Voilà ce que je pouvais dire suite à votre intervention. Je reviens à mon propos liminaire. Y a-t-il sur ce procès-verbal des réactions, des demandes de modification? Je n'en vois pas. Je considère, mes chers collègues, que ce document est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point numéro 2, mes chers collègues, vous savez que le Code général des collectivités, pour éviter que notre conseil municipal ne se réunisse toutes les semaines, donne possibilité au conseil municipal de déléguer
à votre serviteur un certain nombre donc d'actes qui ne passeront plus par le conseil municipal. Vous avez dans le document que vous avez reçu la liste de ces délégations au nombre de 27. Elles sont strictement conformes au Code général des collectivités locales et je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir l'approuver, ce qui permettra bien évidemment une facilité pour le fonctionnement de notre collectivité. Y a-t-il sur ce point des demandes d'explication? Je n'en vois pas. Je considère, mes chers collègues, que ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point numéro 3 aura trait à quelques désignations. Nous aurons l'occasion, dans un conseil municipal de début septembre, de regarder l'ensemble des autres désignations que nous aurons à effectuer. En attendant, il y en a quelques-unes que je vous propose ce soir, et notamment la désignation pour le Centre communal d'action sociale. Je rappelle que la loi dispose que le maire de la commune en est le président de droit et qu'à la proportionnelle, nous devons désigner 8 membres au sein de notre Assemblée. Et le calcul de la proportionnelle donne 7 membres pour la majorité et 1 membre pour l'opposition, c'est-à-dire la seconde liste arrivée derrière la liste majoritaire. Je vous propose, en ce qui concerne la liste majoritaire, les candidatures de Madame Charlet, de Monsieur Guelen, de Madame Etienne, de Monsieur Hadjadj, de Madame Bubéa, de Monsieur Amen et de Madame Antoine. Il reste à la liste conduite par Monsieur Jacques à désigner 1 membre pour cette désignation. Pardonnez-moi. Nécessaire de couper, on est respectueux. Je vous propose ma candidature, Monsieur le maire, et je propose qu'en matière de suppléance, ce soit Madame Collet. Il n'y a pas de suppléant. Ah, pardon. Il n'y a que des titulaires. D'accord. Donc je note la proposition de Monsieur Édouard Jacques. Monsieur Servagi. Et pour notre groupe, Monsieur le maire, nous présenterons la candidature de Madame Isabelle Herbin. Monsieur Servagi, j'ai indiqué que la répartition à la proportionnelle telle que le prévoit le CGCT donnait sur 8 membres, 7 à la majorité et 1 à l'opposition, à la proportionnelle. Cela signifie qu'en dehors de la liste majoritaire, la seconde liste à obtenir un poste est la liste qui est arrivée en seconde position. Et je vous propose, Monsieur le maire, je vous fais une contre-proposition que nous pouvons soumettre au vote si vous le souhaitez, parce que ça me semble être démocratiquement sain qu'il y ait un vote et que, s'il faut le faire à bulletin secret, nous en décidions, ce qui est tout à fait autorisé à partir du moment où la majorité de cette Assemblée y est favorable, et que je propose la candidature de Madame Isabelle Herbin. Je vais répéter une nouvelle fois à l'avocat que vous êtes que la proportionnelle, c'est bien à un moment donné, monsieur le conseiller municipal, le choix réalisé par les électeurs avec des pourcentages en face des listes. Et donc la loi m'oblige à prendre ce résultat dans l'ordre. Le résultat dans l'ordre, c'est la liste majoritaire qui a été élue, et en deuxième position, c'est la liste de M. Jacques. Donc la proposition que vous faites, elle est inopérante parce qu'elle ne rentre pas dans ce que demande le Code général des collectivités territoriales pour la désignation à la proportionnelle. Voilà, c'est comme ça, je n'y peux rien, je ne fais qu'appliquer les textes issus de la loi qui s'impose à chacune et à chacun d'entre nous. Donc votre proposition est inopérante, je ne peux pas la mettre au vote, et je vous demanderai simplement de prendre acte et de voter sur la liste
telle qu'elle vous a été présentée, avec l'ajout de M. Jacques, représentant donc de sa propre liste. Mais nous voterons bien sûr contre, monsieur le maire. J'en prends acte. Monsieur Servagi, je ne peux pas faire autrement que de vous faire cette proposition-là, comme pour d'autres désignations qui vont venir et qui respecteront strictement la proportionnelle. Donc strictement le vote contre. Oui, sur cette désignation, y a-t-il des non-participations au vote? Y a-t-il des votes contre? J'en vois 3, Monsieur Servagi, Madame Herbin et, ça y est, j'ai un trou de mémoire, Monsieur Loubeau. Eh bien, mes chers collègues, je vous remercie. Y a-t-il des abstentions, par contre? Non, je n'en vois pas. Merci pour cette désignation. Les représentants au sein de l'établissement public du legs Margaine-Lévy, là aussi, le maire est président de droit. Il y a donc deux autres candidats à désigner, et je vous propose M. Georges Fordoxel et M. Robert Rousseau. Y a-t-il sur cette proposition des non-participations au vote? Je n'en vois pas. Des votes contre? 3 votes contre, M. Servagi, Mme Herbin, M. Loubeau. Des abstentions? 2 abstentions, Mme Collet, pouvoir à M. Agostini. Eh bien, je vous remercie, mes chers collègues. Pour le point numéro 5, nous avons là également quelques commissions. J'indique à M. Servagi que la première commission, qui est la commission d'appel d'offres, répond elle aussi à la proportionnalité du vote qui a été émis par les Longoviciennes et les Longoviciens pour désigner les représentants à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Je vous donnerai, il y a une fiche de calcul qui nous est donnée par l'État. Je vous la communiquerai si vous le souhaitez. Et donc, la commission d'appel d'offres a 5 titulaires et 5 suppléants. Et le calcul de la proportionnelle donne 4 titulaires pour la majorité et 1 titulaire pour l'opposition, représenté par le groupe de monsieur Jacques. Il en est de même, bien évidemment, pour les suppléants. En ce qui concerne les membres de la majorité, en titulaire, je vous propose M. Georges Fordoxel, qui aura comme suppléante, puisque là c'est aussi une caractéristique, il y a un suppléant d'attitré au titulaire, qui aura comme suppléant Mme Marie-Christine Ignal. En seconde titulaire, je vous propose la candidature de Mme Ballon, qui aura comme suppléant M. Bouzade. En 3e titulaire, je vous propose M. Bernat, qui aura comme suppléante Mme Diop. Et en 4e titulaire, je vous propose la candidature de Mme Charlet, qui aura en suppléant M. Hervé Sklarczyk. Et donc, je demande au groupe de M. Jacques de me désigner un titulaire et un suppléant. Suppléante, Mme Collet. Alors, non, ça, c'est pas possible. Pas possible. Non. Non plus. Non. Donc, ça sera Thomas. Et Thomas. Alors, Thomas Velcher, en suppléant. D'accord. Et M. Velcher en suppléant. Très bien. Sur cette représentation, mes chers collègues, y a-t-il des non-participations au vote? Y a-t-il des votes contre? 3 votes contre, M. Servagi, Mme Herbin, M. Loubeau. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Pour la délibération relative à la commission Sapin, la commission Sapin est celle qui s'occupe des services publics et des délégations de services publics. Nous avons le maire comme président de droit et de la même manière, sa composition de 5 membres l'est à la proportionnelle au plus fort reste. Donc nous sommes à nouveau dans le même cas que la précédente commission.
Il y aura donc 5 titulaires et 5 suppléants. Pour les titulaires, nous aurons pour le groupe majoritaire Madame Marie-Christine Ignal. Et là, il n'y a pas de suppléant attitré. Monsieur Georges Fordoxel, Madame Mounia Diop et Madame Martine Etienne. En suppléant, nous aurons Monsieur, je vous propose, Monsieur Vincent Amen, Madame Émilie Bubéa, Monsieur Serge Bassot et Madame Sylvie Ballon. Il reste à la liste de Monsieur Jacques à nous communiquer un candidat titulaire et un candidat suppléant. Je serai candidat titulaire et Madame Ferraro sera suppléante. J'enregistre. Monsieur Jacques en titulaire et Madame Ferraro en suppléant. Sur cette désignation, mes chers collègues, y a-t-il des non-participations au vote? Y a-t-il des votes contre? Monsieur Servagi, Madame Herbin, Monsieur Loubeau. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie, mes chers collègues. Ensuite, nous allons désigner 2 fois les mêmes membres, à la fois pour le comité technique et le CHSCT. Vous savez que la réforme va faire qu'en 2022, il n'y aura plus qu'un seul organisme à la place des 2. Donc, comme ils ont à traiter à peu près les mêmes sujets, je vous propose pour les 2 une délégation identique. Elle sera pour le comité technique et pour le CHSCT, composé de 5 titulaires et de 5 suppléants. Pour les titulaires, il y aura Chantal Bertin, Serge Bernard, Sylvie Ballon, Amara Djadj et votre serviteur. En suppléant, nous aurons Sylvie Antoine, Vincent Amen, Marie-Christine Ignal, Mireille Charlet, Martine Etienne. Y a-t-il, mes chers collègues, des interventions sur le sujet? Alors j'ai dit comité technique et CHSCT, les deux mêmes représentations. Y a-t-il des interventions sur le sujet? Pardon, je n'ai pas d'ouverture sur ce sujet? Bien écoutez, je pense que lorsque l'on est face aux organisations syndicales notamment, il faut dans la cohérence, dans la délégation qui est en face des représentants du personnel. Et quelle meilleure cohérence que celle représentée par des membres de la liste majoritaire, ce qui me semble, comment dirais-je, quelque chose de bon aloi. C'était d'ailleurs dans le précédent mandat, je parle de celui qui est échu en 2014, une représentation unanime de votre liste. Je n'ai fait finalement que reprendre ce que vous avez initié en 2014 et qui me semble d'une parfaite cohérence. Madame Collet. La candidature de Marc Agostini, aux 2. Je peux? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr, vous avez le droit, Madame Collet. Donc, mes chers collègues, puisque on doit d'abord, comment dirais-je, prendre la proposition la plus éloignée de celle que présente l'autorité territoriale, je vais vous demander, sauf si vous voulez un vote à bulletin secret, de voter sur la proposition qui est faite d'un poste pour Monsieur Agostini, en titulaire au comité technique et en titulaire au CHSCT. C'est cela que vous proposez? Est-ce que, mes chers collègues, vous souhaitez un vote à bulletin secret ou un vote à main levée? À main levée, je ne vois pas de demande particulière. OK, très bien. Donc, qui est favorable à la proposition d'un poste pour M. Agostini? Alors, il y a 2 voix, Mme Collet, pouvoir M. Agostini, Mme Ferraro, pouvoir M. Velcher et M. Jacques. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions, M. Servagi, Mme Herbin, M. Loubeau. La proposition est rejetée et je vous demande donc d'entériner maintenant la proposition que je vous ai formulée. Qui ne prend pas part au vote?
Qui vote contre? Monsieur Servagi, Madame Herbin, Monsieur Loubeau. Qui s'abstient? Madame Collet, pouvoir, Monsieur Agostini. Je vous remercie. Nous allons passer au point suivant, les ressources humaines. Monsieur Servagi. Oui, Monsieur le maire. Juste une petite remarque sur les votes qui viennent d'être faits. Je pense que vous confondez deux choses. Ce qui est précisé par le Code et dont on a bien compris que vous y étiez très attaché, vous avez raison, il va falloir l'être en tout domaine, et ce qui est ce qu'on appelle en quelque sorte le respect républicain des représentativités des uns et des autres, et vous savez très bien les scores, vous connaissez les scores du 28 juin, qui sont sensiblement identiques, pour ne pas dire identiques, entre la liste de M. Jacques et ma liste, et il vous était tout à fait possible et loisible, le Code vous y autorisait, d'ouvrir des postes, y compris en défavorisant votre propre liste. S'il y avait 5 postes, vous en mettiez 3 de chez vous, 2 de l'opposition. Ceci est autorisé. Ça n'est pas du tout contraire à ce que dit le Code, et vous auriez ainsi pu faire respecter une certaine représentativité dans les différents organismes de la ville et dans les succursales de notre commune. Je pense que ça aurait été de bonne loi, mais c'est votre choix, je le respecte. Il y a eu, monsieur le conseiller municipal, des électeurs qui se sont exprimés et qui ont souhaité que la majorité que j'ai l'honneur de représenter assume la responsabilité de la gestion de la collectivité. Pour autant, l'opposition sera-t-elle exclue de tout? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Sur ce que nous venons de faire, je ne peux pas m'éloigner de ce qu'est la représentation proportionnelle telle qu'est définie par le Code général des collectivités locales. Vous aurez remarqué que nous aurons beaucoup d'autres représentations à faire valoir au mois de septembre prochain, et l'opposition, dans son entièreté, pourra bien évidemment être représentée dans un certain nombre de commissions où elle pourra venir à nos côtés, bien sûr, travailler sur les dossiers de la ville de Longwy. Et ne vous inquiétez pas, il y aura de la place et du travail pour tout un chacun au sein de cette Assemblée. Et je pense qu'il eût été bon qu'il y ait non seulement des représentants de la liste de M. Jacques, mais aussi des représentants d'autres listes, y compris dans ces organismes. Je vous engage à voir le législateur pour faire changer les formules de calcul de la proportionnelle. Non. Monsieur Bouzade. Ça fonctionne ? Ça va être un peu de la redite à ce que vient de dire Monsieur le maire. Je peux comprendre Monsieur Servagi son amertume quand une voix sépare du deuxième au troisième, mais c'est la règle, elle est telle qu'elle est. Et je peux qu'appuyer ce que vient de dire Monsieur le maire, parce qu'aujourd'hui, si on prend une délibération que ça va au contrôle de légalité de la préfecture, qu'on vient à faire votre formule, Monsieur Servagi, j'ai peur qu'on doit se revenir d'ici quelques temps pour revoter la même chose et de vous en écarter. Je ne pense pas me tromper en disant ce genre de choses, car on l'a déjà vu ailleurs et c'est comme ça que ça s'est produit, tout simplement. Mais je peux comprendre, et moi qui suis pour une démocratie participative, on voudrait tous avoir un avis de tout le monde, mais voilà, le cadre légal est là, et le maire qui est le garant du respect des lois doit faire en sorte. Merci, Monsieur Bouzade. Nous allons passer au point numéro 6, mes chers collègues, et l'attribution d'une prime Covid-19 pour le personnel de la collectivité. Avant de retracer brièvement et de revenir brièvement sur le passé, je voudrais vous indiquer, comme certains l'ont déjà fait, et vous faire partager mon inquiétude sur une reprise des cas de Covid sur le PIO. Je ne dis pas simplement sur l'agglomération de Longwy, mais sur le PIO. Et je ne peux inviter que chacun et chacune à redoubler d'attention
pour faire en sorte que les gestes barrières et toutes les mesures de précaution puissent être prises pour éviter une flambée de Covid-19 durant l'été dans notre ville et dans notre agglomération. Je m'en suis ouvert aussi aux représentants des EHPAD et des résidences autonomie pour que des dispositions puissent être prises qui sécurisent, comme nous l'avons fait pendant la période de confinement, qui sécurisent bien évidemment les pensionnaires de ces établissements dans lesquels, je le dis, je le répète, on ne l'a pas dit assez souvent, il n'y a eu aucun cas de détecté pendant les 2 mois de confinement. Ces 2 mois de confinement ne l'ont pas été, bien évidemment, pour tout le monde. Au sein de la collectivité, comme le prévoit la loi, et la loi d'urgence qui a été votée, des postes, des fonctions ont été réquisitionnés pour assurer le fonctionnement de notre collectivité dans un certain nombre de domaines. Je veux parler de la maison de la petite enfance où nous avons accueilli les enfants des personnels soignants et nous avons été réquisitionnés par l'État. Je veux parler de l'école Chadel où nous avons été réquisitionnés par l'Éducation nationale et d'autres fonctions. Je veux parler d'employés communaux, je veux parler d'autres fonctions qui étaient indispensables, les sapeurs-pompiers qui étaient indispensables là aussi à être mobilisés pendant cette période de confinement. Et donc notre personnel a été lui aussi réquisitionné à l'école Chadel. Je veux également insister sur les personnels de nettoiement de notre collectivité qui, eux aussi, ont été mobilisés pour faire en sorte que notre ville ne soit pas jonchée, comme cela a été trop souvent d'ailleurs pendant cette période, eh bien, de détritus divers jetés ici et là. Il y a eu en interne, dans cette maison où nous sommes aujourd'hui, d'autres fonctions qui ont été nécessaires. La fonction des finances, bien évidemment, pour continuer à payer les entreprises et les factures qui nous sont arrivées. Et il y a eu également d'autres services mis à contribution pour permettre un fonctionnement et surtout aussi une vigilance. Je ne peux passer aussi à côté du CCAS, qui a été un acteur important dans cette crise et avec lequel, vous l'avez vu, nous avons fait en sorte de pouvoir livrer des repas aux personnes non seulement âgées, mais en fragilité, qui ne pouvaient donc utiliser cette fameuse attestation pour sortir faire leurs courses. Et puis, il y avait également en coordination autour de Madame le directeur général des services, une cellule de crise qui a pris un certain nombre de décisions immédiates sur le champ parce qu'il a fallu parfois le faire également, cellule au sein de laquelle le premier adjoint Vincent Amen et moi-même avons été présents. Je n'oublie pas non plus dans ces services la police municipale qui, elle, a été sollicitée également à de très nombreuses reprises durant les 56 jours du confinement qu'a duré donc ce confinement. Aussi, mes chers collègues, il m'apparaît normal que le personnel mobilisé de une journée jusqu'aux 56 jours puissent être dédommagés d'une prime dont l'État, cette fois-ci, ça n'a pas toujours été le cas, mais cette fois-ci a permis aux collectivités de pouvoir la donner, une prime qui est exonérée à la fois de cotisations, mais également exonérée d'impôts sur le revenu. Cette prime que nous allons donner de manière proportionnelle en fonction, bien sûr, de la présence de chaque
chacun, à l'occasion de ces 56 journées, représente pour notre collectivité 115 agents que je voudrais ici remercier tout particulièrement en votre nom, parce qu'ils ont été volontaires. Je rappelle que tous ceux qui ont été là, sauf, enfin même pas, tous ceux qui ont été sur le pont jusqu'au 12 mai ont été des personnels volontaires. Et je veux ici, bien sûr, leur témoigner notre reconnaissance et notre gratitude. Et j'espère, et je souhaite, et je suis certain que la prime que nous allons leur donner sera une prime qui sera votée à l'unanimité de cette Assemblée. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous témoigner sur ce sujet. Y a-t-il quelques prises de parole? Monsieur Servagi. Oui, monsieur le maire, évidemment, nous nous inscrirons en total accord avec ce qui vient d'être dit et notre groupe votera bien sûr cette prime Covid accordée aux agents. Vous avez bien fait de rappeler quelle était la période que nous venons de vivre, parce que on sent dans le langage commun, dans la vie commune, que cette période, pour certains, elle est déjà lointaine, trop lointaine. Vous avez eu raison aussi de rappeler les efforts énormes qui ont été consentis par les agents de notre ville et les sacrifices parfois qu'ont fait ces agents, y compris en prenant des risques dans la ville, y compris notamment pour celles et ceux qui étaient exposés, qui restaient exposés, vous l'avez indiqué dans votre délibération, à d'autres personnes et donc qui étaient en proie, eh bien oui, à l'infection, qui étaient en proie à la propagation du virus, qui pouvaient être contaminés. Donc c'est une excellente chose à laquelle nous souscrivons pleinement et que nous voterons, bien évidemment, avec beaucoup d'entrain. Merci. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Mes chers collègues, je vous appelle à voter sur cette délibération. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Au nom des agents mobilisés, je vous remercie de cette unanimité. Nous avons aussi l'indemnisation des travaux de mise sous pli de la propagande pour les élections municipales. Mes chers collègues, c'est la première fois qu'on nous demande une délibération pour une mise sous pli. Là aussi, je remercie les agents volontaires qui, au premier comme au second tour, ont été dans cette salle bien tard. Pour le premier tour, 8 listes, plus Reon, plus Lexi. Donc ça faisait beaucoup d'enveloppes à mettre sous pli. Pour payer ces heures supplémentaires, on nous demande une délibération. C'est ça, les tracasseries administratives. Passons cette délibération qui, je le pense, ne va susciter aucune réaction particulière. Madame Herbin. Oui, monsieur le maire, j'espère que vous m'entendez. Oui, alors évidemment, notre groupe votera pour l'indemnisation parce qu'il est normal que ces personnes qui ont mis sous pli, donc les professions soient indemnisées. Mais par contre, j'avais 2 remarques à vous faire. C'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu les professions de foi et d'autres qui les ont eues très tard dans les boîtes aux lettres, le vendredi, voire l'après-midi. Je vais vous demander pourquoi ces difficultés dans la diffusion alors qu'elles étaient livrées dans les 10 jours en mairie, si vous pouvez m'éclairer là-dessus, et pour éviter que ça ne se reproduise. Voilà. La seule réponse que je peux vous donner, Madame Herbin, c'est que la mise sous pli, le jour de la mise sous pli est une journée imposée par l'État. Donc, dans les 2 tours, ce jour, je parle sous le contrôle de l'administration, était un mercredi. Les mises sous pli ont été terminées le mercredi soir. Elles ont été données à la Poste qui est chargée ensuite de la distribution. Vous comprendrez bien que le délai respecté par la collectivité, je ne peux, moi, imaginer aucun élément sur lequel je n'ai pas prise à partir du moment où l'ensemble des professions de foi ont été remis à la Poste pour distribution. Ça, ce sont des éléments qui ne dépendent plus de la collectivité. Voilà, mes chers collègues, pas d'autres interventions, je vous remercie.
Je vais passer au vote. Qui ne participe pas au vote sur cette question? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie de cette unanimité. Et je voudrais dire à l'administration que M. Jacques est parti et que le décompte se fait sur 32 conseillers municipaux depuis la question précédente, puisqu'il y a déjà un pouvoir de donner à Mme Ferraro. Je vais passer maintenant la parole à M. Fort-d'Auxel qui va nous présenter le compte administratif du budget principal de la collectivité 2019, le budget de l'eau également, monsieur l'adjoint aux finances et au budget. On fait tout en une fois? Monsieur le maire, si vous voulez, on va aller jusqu'à la question 14. Ouais. Je veux dire, bon, voilà. Et nous voterons bien évidemment les points les uns après les autres. Mais on va faire une présentation générale. Vous avez la parole, monsieur Fort-d'Auxel. Merci, monsieur le maire. Le compte administratif est le bilan financier de la collectivité qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu'elle a exécutées. Il constitue l'arrêté des comptes à la clôture de l'exercice budgétaire, c'est-à-dire au 31/12/2019. Voyons le résultat 2019. Donc cet arrêté des comptes fait apparaître un résultat global de 4 124 123,59 €. C'est un excellent résultat comparé à certains déficits antérieurs. Comment est obtenu ce résultat? Un excédent de fonctionnement de 7 637 440,86 € après couverture du besoin en investissement à hauteur de 3 513 617,27 €. Voilà donc ce résultat constitué. La section de fonctionnement, donc, concernant le compte administratif, deux grandes sections. Une section fonctionnement et une section investissement, tant en dépenses qu'en recettes. Voyons les dépenses de fonctionnement. Et je ne vais pas vous abreuver de chiffres, simplement souligner les chapitres importants dont je pense. Les charges à caractère général, on voit l'évolution qui représente plus de 6% par rapport à l'année 2018. C'est là principalement, je veux dire, que nous avons la main, c'est l'ensemble des dépenses dont la collectivité a besoin pour fonctionner. Et malgré certaines dépenses qui sont fixes, où nous ne pouvons pas agir, qui sont contractuelles, c'est malgré tout le domaine où, je veux dire, l'attention particulière, une fois que les services, je veux dire, ont ce qu'il faut pour travailler, de maîtriser l'ensemble de ces dépenses. Le 0,12, qui est les charges de personnel, qui sont relativement maîtrisées depuis donc, sur les 6 années qui ont été écoulées. Nous faisons ressortir au 0,23 le virement à la section d'investissement. Il est là uniquement à titre indicatif, mais vous voyez, la progression, elle est de 15% par rapport à l'exercice précédent. Les autres charges de gestion courante, là, on y trouve les subventions au CCAS et aux associations. Voilà les principaux. Je reviendrai quand même tout à l'heure dans le 0,11, donc les charges à caractère général, où nous retrouvons les animations. Je vous présenterai à part l'ensemble des animations qui ont été portées par l'exercice 2019. Concernant les recettes de fonctionnement, en premier, la reprise de l'excédent antérieur reporté, donc qui est l'excédent de 2018, qui était de 3 340 268 €. On retrouve les produits et services, légère diminution, ça représente
les recettes de cantine, petite enfance, je veux dire, l'ensemble des recettes, donc 3% je veux dire, d'écart. Les impôts et taxes, je veux dire, pas d'augmentation de taux, vous savez, depuis de nombreuses années, et vous voyez, légère augmentation, mais due à l'augmentation des bases. Les dotations et participations, une petite diminution qui est due principalement à la baisse de la DGF. Les autres revenus sont des autres produits de gestion courante, c'est des revenus d'immeubles, et donc là, je veux dire, faible diminution. Donc, si vous voulez bien, donc, vous avez vu comment le résultat s'est constitué. Si vous voulez bien, nous allons voir les principales animations qui sont en dépenses au chapitre 011. Donc, je vais me retourner. Donc, jazz en hiver et musique en liberté. Autre animation, l'expo photo du 23 mars 1979. C'est tout sur la sidérurgie. Le carnaval vénitien, qui est, je veux dire, bon, en quelque sorte le fleuron un petit peu des animations et qui lance l'année en termes d'animation. Le forum des associations, qui a regroupé l'ensemble des associations. Le festival des arts de la rue, avec 6 manifestations. Le petit train, dont tout le monde découvre en cette période d'été l'attractivité et l'engouement pour, je veux dire, pour visiter en quelque sorte à travers un circuit notre ville. Les nuits de Longwy, donc également, je veux dire, animation très importante au sein de la collectivité. Le cinéma en plein air et la fête nationale avec le traditionnel fête du 14 juillet. Bon, je veux dire, cette année, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de manifestations qui vont être reportées ou différées. D'autres animations, conventions de jeux vidéo, c'est donc des nouveautés. Le salon du bien-être, qui a, je veux dire, regroupé un nombre important de personnes. Le festival des solidarités, donc le village de Noël, également, je veux dire, manifestation très attractive au sein de la collectivité. D'autres animations également traditionnelles, la fête du sport au mois de septembre, qui regroupe, je veux dire, bon nombre de participants. Les journées européennes du patrimoine, Anime City et la traditionnelle manifestation des jubilaires au sein reçus, je veux dire, à l'hôtel de ville. Voilà donc un certain nombre d'animations qui ont été portées par le compte 011. À peu près plus de 200 000 euros qui représentent ces manifestations-là. Voyons le... je m'excuse, je tourne mes pages. Voyons les investissements. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, investissement, les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement. Voyons dans un premier temps les recettes d'investissement. On y retrouve, à titre indicatif, le virement de la section de fonctionnement qui était prévu donc, au budget pour un montant de 4,6 millions. Des dotations et fonds divers de réserve pour 4 895 000, des subventions d'investissement pour 1,5 million, un emprunt à hauteur de 3,2 millions, mais ce n'est pas un emprunt réalisé sur l'exercice, c'est le cumul
des emprunts, parce que dans ce montant-là, on a eu une renégociation d'emprunts pour bénéficier de taux avantageux et faire diminuer le montant des intérêts. Donc il a fallu passer l'opération en recettes d'investissement et, je veux dire, on a en dépenses le remboursement de l'emprunt. Monsieur Fort-d'Auxel, je crois qu'on ne vous entend pas bien. Les auditeurs qui regardent YouTube ne vous entendent pas bien parce que vous ne parlez pas dans le micro. Bon. Vous pouvez le détacher peut-être si vous voulez. Voilà. Excusez-nous de cette petite interruption, mais c'est vrai que l'écran, en projetant à l'écran les chiffres et tout, voilà, Monsieur Fort-d'Auxel a changé de place, ça va aller beaucoup mieux pour celles et ceux qui nous regardent. Merci. Donc, donc on était sur la section recettes investissement. J'en étais donc au niveau de l'emprunt réalisé. L'emprunt réalisé, j'expliquais qu'il était composé d'une renégociation d'emprunt que nous avions sur l'exercice 2019, donc pour bénéficier de taux attractifs et diminuer ainsi le montant des intérêts. On reste à réaliser donc en investissement recettes 5,7 millions. Donc ça c'est des subventions, des rentrées qui sont, je veux dire, à réaliser. Voilà le montant de 15 831 000 de recettes. Voyons les dépenses. Le solde d'exécution donc du solde investissement reporté, 59 000 euros. La remboursement de la dette pour 2 243, ce que je vous disais tout à l'heure, l'ordre de remboursement est de 1,5 million annuellement. Là, vous voyez, on a remboursé 2,2 millions. C'est parce qu'il y a eu un emprunt qui a été remboursé. Les immobilisations donc corporelles pour 1 197 000. Des immobilisations en cours pour 5 388 000. Et, je veux dire, un reste à réaliser de 9 946 294. Mais je vais vous présenter les principaux investissements réalisés sur l'exercice 2019. En premier, des investissements qui transforment notre ville, notamment dans le domaine de la culture. La réalisation du musée des Émaux pour 1 500 000 euros. Le Halle Saint-Ignon, la maîtrise d'œuvre pour un montant de 200 000 euros. En ce qui concerne les aménagements urbains, le pôle d'échange multimodal pour 923 000 euros, c'est tout le quartier Gare de Stel. Le quartier Voltaire, donc c'est la première tranche au niveau de l'ANRU pour 2 077 000 euros. La transformation de la place Leclerc pour 2 585 000 euros, qui est le cumul donc 2018-2019. Dans le domaine des sports, réalisation d'un terrain synthétique à la plaine de jeu pour 700 000 euros. Divers travaux, notamment sur les gymnases, en ce qui concerne les toilettes, les peintures, et n'oublions pas la clôture de la plaine de jeu. Et un espace enfant, donc, sur la plaine de jeu pour un montant de 120 000 euros. En ce qui concerne le domaine de la jeunesse, des travaux dans les écoles, régulièrement à hauteur, toutes les années, régulièrement à hauteur de 400 000 euros. Des aires de jeu développées à divers endroits des écoles, notamment quartier Pulvinteux et Bellarbre. Le périscolaire Chadel, le tout pour un montant de 158 000 euros. Donc s'il y a des investissements, il y a des études.
donc, notamment des études de définition des usages de la place d'Arche sur la circulation, la piétonisation, le stationnement, le marché hebdomadaire, la foire et le commerce. Donc vous voyez que nous n'avons pas, concernant la place d'Arche, les études sont en cours. Études commerciales menées par l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. Ça, c'est avec le contrat, c'est le contrat ville. C'est le contrat ville. L'étude sur les usages des casemates et de la reconversion du bâtiment de la manutention, espace de l'ancien musée des Émaux. Étude également sur la ville connectée. Étude sur le secteur gare, place Salvatore Allende. C'est donc la transformation de la place devant la gare. En ce qui concerne notre patrimoine, donc le patrimoine inscrit à l'UNESCO, la réhabilitation de l'hôtel de ville de Longwio pour un montant de 1 605 000 €, donc ça cumule 2018-2019. L'entretien des remparts, où on a le débroussaillage et le rejointement pour 60 000 €. Et notre traditionnel programme voirie à hauteur d'1 million d'euros, donc programme annuel, 1 million, régulièrement 1 million est consacré à la voirie, donc à la réfection des routes et des trottoirs. Également des potelets, des travaux sur les illuminations, les signalisations horizontales et sur l'ensemble des dispositifs de sécurité pour un montant de 65 000 €. Voilà, après l'excellent résultat présenté, l'ensemble des investissements réalisés par la collectivité. Donc, si vous voulez bien, je vais vous présenter le budget de l'eau. Alors, si vous pouvez prendre, je n'ai pas de documents à vous projeter, si vous voulez prendre les documents qu'on vous a remis. Donc, sur le compte administratif de l'eau, on va les parcourir ensemble, voir comment est déterminé le résultat du compte de l'eau. Section fonctionnement, en dépenses, 126 600, je dis les centaines d'euros, hein, 126 600 €. En recettes, 257 500 €, ce qui nous fait un résultat de 243 900 €. Concernant la section investissement, en dépenses, 75 200 €, en recettes, 108 800 €, ce qui fait un total d'exécution de 33 672 €. Si nous reprenons le solde d'exécution global de l'investissement à hauteur de 517 000 €, plus le résultat de la section fonctionnement, nous obtenons un résultat global de 761 935 €. Voilà pour le compte administratif de l'eau. Si vous voulez bien, nous allons passer au point numéro 10, qui est le compte de gestion. Le compte de gestion est conforme au compte administratif et n'appelle pas de remarques ni d'observations, donc il est identique. Idem pour le compte de l'eau. Donc je rappelle que le compte de gestion, c'est le compte qui est détenu par le trésorier payeur, donc il est identique au compte administratif de l'eau. Voyons maintenant le point numéro 12, qui est l'affectation du résultat de fonctionnement. Donc, l'affectation du résultat de la section de fonctionnement du compte administratif de 2019, soit 7 637
740,86 € au financement de la section de l'exercice 2019 à hauteur de 3 513 617,27 € pour couvrir donc le besoin de financement. Le maintien dans la section de fonctionnement du résultat de fonctionnement reporté pour 4 124 123,59 €. Alors, concernant l'affectation du résultat du budget lot, 243 000 qui est l'excédent de la section d'investissement. Donc, avant toute chose, je dois préciser que la compétence de l'eau est dévolue à la CAL à compter du 1er janvier 2020. Il appartient au conseil municipal de délibérer sur l'affectation du résultat de 2019 du service de distribution de l'eau potable pour la dernière année de la compétence de la ville de Longwy. Donc, c'est sur l'exercice 2019 que nous avions prévu un ensemble de dépenses non réalisées. Et c'est pour ça que, nous sommes dans cette situation. Les engagements en reste à réaliser de l'exercice 2019 de la section investissement sont d'un montant de 745 845 €. Ils correspondent donc bien aux travaux de réalisation du réseau d'alimentation en eau potable des équipements sportifs de la plaine de jeu. Le coût des travaux donc était estimé à 745 845,88 €, donc le montant qui était prévu pour l'opération. Donc ces sommes-là correspondent bien au compte administratif de 2019 du budget de l'eau pour 517 935 plus les 227 910,16 €. Il appartient au conseil municipal d'affecter les résultats de 2019 comme suit. L'excédent d'investissement 517 935 €, donc à l'article 01. À l'article 1068, l'excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 227 910,16 €. Et à l'article 02, le résultat de fonctionnement reporté de 16 089 € qui seront versés, ensuite à la CAL à travers l'article 678. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est un transfert. Donc, comme nous n'avons plus compétence au niveau de l'eau et que ces investissements étaient engagés, c'est le budget principal qui prend le relais pour réaliser l'ensemble de ces investissements. Voilà. Concernant l'examen des ventes, néant pour l'exercice 2019, et j'en ai fini, Monsieur le maire, avec l'ensemble du compte administratif, du compte de gestion et de l'affectation des résultats. Merci Georges. C'est toujours un exercice un peu délicat de donner comme cela un certain nombre de chiffres. Mais lorsqu'il s'illustre par des réalisations faites, ça parle beaucoup plus à chacune et chacun d'entre nous, de même que ça parle beaucoup plus aux Longoviciennes et Longoviciens qui mesurent à travers cela ce que nous avons pu faire au cours de l'année écoulée. Voilà, mes chers collègues, y a-t-il des interventions sur l'ensemble des points qui viennent d'être évoqués? Madame Ferraro. Attendez qu'on vous mette le micro. Une petite précision à M. Fordoxel sur les recettes en investissement. Vous avez une somme de 376 450 € qui n'ont pas été réalisées en 2019. Je voulais juste savoir ce que c'était en session. Une session qui n'a pas été réalisée. En recette, investissement. Session. Des subventions. Des subventions. D'accord. D'accord. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Servagi. Merci, monsieur le maire. Oui, d'abord,
Merci d'avoir pris aussi ces points collectivement, si j'ose dire, parce que ça permet d'être un petit peu plus clair et d'aller plus vite sur le déroulement de la séance. C'est sans doute plus agréable pour les personnes qui nous regardent sur YouTube. Simplement, c'est une remarque générique qu'il faudra prendre en compte sans doute. Ce sont des éléments techniques, vous l'avez rappelé, qui ne sont pas toujours forcément très audibles, et il convient de les illustrer peut-être un peu mieux. Alors, on a eu quelques images, mais on peut peut-être aller plus loin encore. Je relève plusieurs choses, et naturellement, nous nous abstiendrons sur la totalité de ces points, puisque lorsque vous avez réalisé l'exercice 2019, nous n'étions pas élus. Donc on ne va pas ici gendarmer quelque chose qui n'a pas été réalisé sous notre mandat. Simplement plusieurs éléments. Je remarque notamment, lorsque je fais une comparaison par rapport au mandat dans lequel j'étais élu 2008-2014, que les comptes sont gérés de façon plus saine. C'est une évidence, ça transparaît clairement. Il n'y a pas de difficulté à ce sujet. Je remarque aussi que l'investissement va en grandissant. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la ville. Alors, bien sûr, ça n'avait pas été possible de 2014 à 2017 pour les raisons qu'on sait, mais je remarque aujourd'hui que des transferts sont faits, des virements entre sections sont opérés vers la section d'investissement, ce qui est une bonne nouvelle. Et un certain nombre de points positifs sont donc relevés par notre groupe. Bon, je serai peut-être un peu plus tempéré ou un peu plus modeste, c'est au choix, sur la gestion excellente dont nous parle M. Fordoxel. Encore une fois, il ne nous appartient pas ici d'en juger puisque nous n'étions pas dans cette enceinte dans l'exercice 2019. Je ne sais pas si le terme « excellent » est le terme bien à propos. Il y a une gestion des comptes publics qui me paraît être une gestion saine et raisonnable. Ensuite, après, c'est une question de choix politique. Et sur ce qui sera de l'exercice en cours et de l'exercice surtout 2021, puisque l'exercice en cours, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, notamment liées au Covid et aux élections, va être un exercice, somme toute, avec un volume de réalisation qui sera quand même assez réduit. Nous aurons l'occasion de nous exprimer sur les choix budgétaires lors du prochain DOB et lors du prochain vote de budget début d'année prochaine. Merci. Que ces propos sont beaucoup plus apaisants que ceux qu'on a pu entendre durant la campagne électorale où il paraît que rien ne s'était fait sur la commune. Je vous donne acte, Monsieur Servagi, d'avoir évolué dans votre propos et reconnu enfin au sein de cette instance qu'effectivement des choses et beaucoup de réalisations ont été faites, même si nous avons eu, en tant que liste majoritaire, l'humilité de dire qu'il reste encore beaucoup à faire sur un certain nombre de dossiers et que nous aurons l'occasion, bien évidemment, d'en reparler. Pardon, Monsieur Fordoxel. Je voulais simplement répondre à Monsieur Servagi. Je n'ai pas dit excellente gestion, parce que avec toute la modestie que j'ai dit excellent résultat. Donc c'est quand même différent quand on sort un résultat. Je veux dire, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais là, je veux dire, il est à hauteur de 4 100 000. Donc, je fais simplement remarquer que c'est un très bon résultat pour la collectivité. C'est même un excellent résultat. Et si, pour nos téléspectateurs de YouTube, je devais le comparer, ce chiffre est à comparer aux moins 2,6 millions d'euros que notre liste a trouvé en 2014 en arrivant dans cette collectivité. Donc là, nous repartons sur un bon pied avec, oui, je n'ai pas peur de le dire, tout en restant humble, une excellente gestion, et je voudrais en remercier son artisan, Georges Fordoxel, qui veille au budget de la ville de Longwy comme à la prunelle de ses yeux, et c'est la raison pour laquelle nous avons un tel résultat. Je le redis, parce que j'ai entendu des propos de campagne, et je voudrais également le dire à nos téléspectateurs, que les 4 100 000 de résultats ne sont pas tombés dans une cagnotte. La ville n'a pas de cagnotte. Ces 4 100 000, ils ont été reversés à l'investissement de notre commune. C'est pour cela qu'il est important que dans la gestion, que cette gestion soit la plus rigoureuse possible pour dégager des excédents
qui nous permettront de faire plus encore d'investissements qui sont attendus par les Longoviciennes et les Longoviciens et dont vous avez pu voir les réalisations sur l'exercice 2019. On a évoqué un certain nombre de choses, le quartier Voltaire qui est en cours, le PEM, le pôle d'échange multimodal, dont je viens d'apprendre que les travaux devraient commencer à la mi-septembre devant la gare. Voilà, il y a ces évolutions urbaines qui vont se poursuivre au cours de cette année et l'année prochaine, mais du budget 2021, nous aurons bien évidemment ensemble, mes chers collègues, l'occasion de reparler. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois. Monsieur Servagi. Oui, si vous me permettez, pour une réponse brève, monsieur le maire, puisque vous parliez des propos de la campagne, j'ai toujours dit à tout un chacun et de façon constante, y compris dans des écrits que vous pouvez retrouver très facilement et que vous connaissez, que la gestion des comptes publics avait été meilleure sous le mandat 2014-2020 que sous le précédent. Toujours. Toujours. C'est une constance. Mais je note, si vous me le permettez, un discours de votre part, en revanche, qui est un peu à géométrie variable par rapport au précédent Conseil, puisque lors du précédent Conseil, vous m'aviez dit « Monsieur Servagi, on ne parle plus de la campagne, nous ne sommes plus en campagne ». Et là, vous revenez sur la campagne. Premier élément. Deuxième élément, géométrie variable aussi sur l'application du CGCT, qui vous tient très précisément à cœur sur la représentativité, y compris en utilisant la calculette électorale concernant les nominations dans les différents organismes dans lesquels la ville est représentée, et un peu moins lorsque je vous en parle en matière de police de séance. Bon, je verrai au fur et à mesure des différents conseils comment cela se passe. Ce qui est clair, c'est que je reviens sur ce que je vous ai dit et ce qui est le fond de l'intervention. Nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité de juger la gestion et le résultat qui ont été réalisés sur l'exercice 2019, qui est votre paternité la plus totale. Nous respectons le choix des urnes, nous respectons aussi le fait que nous n'étions pas dans ce Conseil l'année dernière, et donc nous nous abstiendrons sur l'ensemble des points. Je vous en donne acte, mais il me fallait, à ce premier conseil municipal, et notamment sur la gestion qui est la nôtre, relever quand même la distorsion des propos que nous avons pu entendre à un moment où peut-être on se laisse emporter par la démagogie quand la réalité nous rattrape à travers des chiffres que l'on illustre d'animations ou de projets qui ont été réalisés. C'est un petit clin d'œil sympathique en rappel avec une campagne qui n'a pas toujours été, vous l'avez relevé, fort sympathique. Par certains qui ont effectivement été au-delà de ce qui peut être admissible. Je ne le dis pas forcément à votre endroit. Voilà, mes chers collègues, d'autres interventions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Alors, pour nos téléspectateurs, le maire de la commune va sortir de la salle et laisser son premier adjoint présider pour 2 points, présider le conseil municipal, dans la mesure où le compte administratif, c'est le résultat de l'ordonnancement de toutes les dépenses et de toutes les recettes par le maire de la commune, qui ne peut donc être juge et partie sur le vote du compte administratif, du budget principal et du budget de l'eau. Donc je vous propose que nous prenions peut-être les 2 votes en même temps, ce qui me permet de ne sortir qu'une seule fois, et on reprendra le cours de la séance sur les autres points. Monsieur le premier adjoint. Oui, donc c'est points 8 et 9. On va attendre qu'ils sortent. Oui, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir délibérer sur les points 8 et 9, donc le compte administratif 2019, budget principal, et le compte administratif 2019 du budget de l'eau. Est-ce qu'il y a des non-participations au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc nous avons le groupe de M. Servagi qui s'abstient et le groupe Marco Agostini, Chantal Collet. Je vous remercie pour l'approbation des points 8 et 9. On peut faire rentrer Monsieur le maire. Monsieur le maire, vous pouvez revenir.
Il est parti, je ne sais pas où. Le revoilà. Ben voilà. Donc, les deux comptes ont été adoptés, sauf abstention du groupe Servagi et du groupe Agostini. Très bien, mes chers collègues, je vous en remercie. Donc, nous avons fait le point 8 et nous avons fait le point 9. Le point 10, l'approbation du compte de gestion. Georges l'a dit tout à l'heure, le compte administratif est le compte qui relève de notre collectivité. Le compte de gestion est celui qui relève du trésor public. Et bien évidemment, au centime d'euro près, les deux documents doivent témoigner des mêmes recettes et des mêmes dépenses et donc d'un même résultat. Donc je vous propose, mes chers collègues, que nous votions le compte de gestion pour donner quitus au trésorier payeur. Y a-t-il des non-participations au vote? Des votes contre? Des abstentions? Alors, M. Servagi, Mme Herbin, M. Loubeau, Mme Collet, pouvoir à M. Agostini. Compte de gestion du service annexe de l'eau, même punition? Même vote? Je vous en remercie, mes chers collègues. L'affectation du résultat de fonctionnement, comme l'a indiqué M. Fordoxel. Des même vote? Même vote? Oui. Donc, abstention du groupe de Mathieu Servagi et de M. Agostini. Le point numéro 13, l'affectation du résultat du budget annexe de l'eau, dont vous aurez compris, Georges l'a exprimé tout à l'heure, que la compétence eau est maintenant dévolue à la communauté d'agglomération depuis le 1er janvier. Mais comme nous avions enclenché des travaux, et notamment des travaux d'adduction d'eau, d'assainissement sur la plaine des Jeux, ces travaux vont commencer, Madame l'adjointe aux travaux, en octobre de cette année, eh bien, ces dépenses resteront bien sûr à la charge de la ville de Longwy. Donc, sur l'affectation du résultat, le point 13, même vote, abstention du groupe de Mathieu Servagi et de M. Agostini. Et puis le point numéro 14, l'examen des ventes de l'année 2019. Il n'y en a pas eu. C'est juste une information. Nous ne votons pas sur ce point. Le point numéro 15 a trait au plan de relance économique. Nous savons, mes chers collègues, que la crise du Covid-19 a fait un certain nombre de dégâts terribles dans les familles françaises, et des femmes et des hommes souffrent encore aujourd'hui dans nos hôpitaux. Et qu'à cette crise humaine s'ajoute une deuxième crise que nous commençons à découvrir et qui va malheureusement s'amplifier, qui va être une crise économique. Et il y a nécessité absolue à défendre nos entités économiques dans les compétences, bien évidemment, qui sont celles de notre collectivité. Et les compétences de notre collectivité s'arrêtent aux établissements de centre-ville, au commerce de centre-ville, le reste de la compétence étant dévolu à la communauté d'agglomération. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a fait la communauté d'agglomération, l'exonération partielle d'un certain nombre de taxes, la possibilité pour les commerces de centre-ville de pouvoir bénéficier d'une subvention de 5 000 €, le fait que notre agglomération a abondé le fonds de résistance régional d'environ 250 000 €, et il y aurait aussi beaucoup d'autres choses à dire sur l'intervention de la communauté d'agglomération dans ces moments difficiles. Pour ce qui est de la ville de Longwy, vous l'avez vu, mes chers collègues, nous avons souhaité nous engager fortement
auprès des commerçants de notre ville à travers un certain nombre d'initiatives que nous avons prises. Initiatives que nous avons financées par 2 moyens. Le premier moyen, c'est le renoncement à l'encaissement d'un certain nombre de taxes, et j'y reviendrai, et un autre moyen, celui de redéploiement de crédits pour abonder des initiatives que nous avons prises. Il y a dans ce domaine donc sur les taxes, il y a la suppression de la taxe sur les enseignes publicitaires pour l'année 2020, sur la totalité, bien sûr, de l'année. Certaines collectivités ayant fait le choix de faire une exonération partielle, nous avons, décidé de faire une exonération totale. Notre bonne gestion le permet, et cette exonération totale permettra soit à des annonceurs, des afficheurs, soit à des magasins ou des services qui ont des enseignes, d'être dispensés du paiement de cette taxe. Nous l'avons fait aussi pour les commerces et notamment pour les établissements de débit de boissons, puisque nous avons aussi annulé les droits de terrasse et même permis, pour celles qui le peuvent, une extension gratuite pour 2020 de leur terrasse. Vous l'avez vu ici sur la place Leclerc et vous l'avez vu aussi sur la Ville Haute, notamment aux alentours dans le cadre de la place d'Arche. Je pense à certains que je ne vais pas faire de publicité, mais il y a ceux de la rue Aristide-Briand et il y a également des débits de boissons autour de la place d'Arche qui ont pu avoir une extension gratuite de leur terrasse. Et vous le savez, puisqu'ils viennent d'être distribués aussi en ce moment, un certain nombre de bons ont été édités par la ville de Longwy pour venir en soutien à la fois aux commerçants de notre ville, à travers les bons pour les familles des enfants du primaire de nos établissements scolaires, un peu plus de 1300, qui ont reçu chacun, pour chaque enfant, 5 bons de 10 €, plus une place de cinéma, les cinémas ayant été aussi impactés fortement par les fermetures administratives, et également pour nos centres aérés et nos jeunes ados. Je vois Émilie Bubéa qui maintenant a en charge la jeunesse, ils bénéficieront eux aussi de places pour le Pio Aventure ou encore pour le laser game au cours de cet été. Et le cœur de la machine, le cœur du réacteur commencera au 1er septembre prochain, puisque là, nous allons injecter 150 000 € de bons d'une valeur unitaire de 10 € à dépenser cette fois-ci dans tous les commerces de la collectivité. Il y aura quelques petites exceptions, mais très peu sur le tabac, sur un certain nombre de choses comme celle-là. Je reviens d'un instant en arrière. Sur les bons pour la rentrée scolaire, il y a la liste des magasins qui a déjà été publiée. Les bons viennent d'être reçus également par les familles concernées, et à partir donc du 1er septembre, c'est vraiment là où on pense tous, et les experts en particulier, que les drames économiques vont encore prendre de l'ampleur, et il est donc important à ce moment-là, à cette échéance-là, à ce temps-là, que nous soyons présents. C'est donc ce que nous allons faire en partenariat avec l'association Intensité, et à travers une application qui va s'appeler Boutique et qui permettra à chacun d'entre nous d'aller retirer un bon, 2 bons, 3 bons pour pouvoir aller les dépenser dans les commerces de notre ville. Certaines mesures ne nécessitent pas de délibération du conseil municipal, mes chers collègues. En revanche, il y en a une qui est indispensable, et qui est donc d'acter le fait que la taxe sur les enseignes et publicités extérieures pour l'année 2020, ne sera pas recouvrée. Et donc, je vous demande, mes chers collègues, d'accompagner cette mesure par un vote, je l'espère,
unanime et surtout positif. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Servagi. Merci, monsieur le maire. Alors effectivement, nous vous rejoindrons pleinement sur ce point, dans la mesure où il s'agissait, je sais que ça a fait mauvais écho à votre oreille, mais il s'agissait d'une de nos propositions durant la campagne. Et cette proposition, qui était une proposition parmi d'autres, est devenue une condition sine qua non de l'action de la ville à l'égard de ce qui a été la crise du Covid-19 concernant nos entrepreneurs, concernant nos commerces, nos artisans de centre-ville. D'abord sur ce que cela coûte. Ça coûte en gros 80 000 € à peu près sur l'exercice. Et il semblait absolument inique et impensable que de la maintenir dans les conditions actuelles. Vous avez salué un certain nombre d'élus. Je tiens à saluer le travail qui a été réalisé par Robert Rousseau, qui a pleinement conscience, on en a déjà parlé un certain nombre de fois, des difficultés qui sont celles des commerces de centre-ville à Longwy, et j'y reviendrai. C'est une très bonne proposition parce que, effectivement, l'impact de cette crise économique n'est aujourd'hui mesuré par quasiment personne. Et je vais sans doute vous surprendre en ayant un trait de différence avec vous. Je pense que, y compris certains experts, ne se doutent pas de ce qui nous attend dès l'automne et sans doute plus encore en 2021. Les difficultés économiques qui seront les répercussions et la réplique du confinement et de ce qu'ont vécu les entreprises ces derniers mois vont être terribles. Terribles, et les plans sociaux, dès la rentrée, vont se systématiser dans un certain nombre d'entreprises. Certaines parce qu'elles ne pourront faire autrement, d'autres parce que, eh bien, on le sait toujours, dans des périodes de difficultés et de crise, eh bien, ça peut être un levier pour certains pour franchir le cap, et on va avoir ici, notamment dans notre bassin, qui a déjà été très touché, vous le savez, un certain nombre de plans sociaux et donc un certain nombre de désastres économiques pour des entreprises et derrière pour des emplois, donc pour tout le monde. Donc c'est une bonne mesure. Il y en a d'autres à prendre. Je ne vais pas vous renvoyer aux propositions que nous avons faites durant la campagne, mais il y aura sans doute à reparler du commerce de centre-ville. Vous avez indiqué il y a quelques instants qu'un certain nombre d'actions avaient été menées par la CAL. Je suis plus modéré dans ce propos. Il y a eu des choses qui ont été faites, pour moi on n'a pas été assez loin. C'est une question de vue. Vous avez aussi, monsieur le maire, rappelé l'action de Christian Ariès, qui n'est pas là aujourd'hui. Effectivement, des choses ont été faites, mais pour répondre à monsieur Bouzade, vous voyez qu'ici je n'ai absolument aucune amertume, aucune rancune, puisque je suis le premier à reconnaître que lorsque des propositions sont retenues et qu'elles vont dans le bon sens, il faut les accompagner et saluer cette décision. Donc je le fais de façon tout à fait favorable et de façon tout à fait heureuse. C'est très bien. En revanche, je lui répondrai aussi qu'en matière d'amertume et de démocratie participative, j'aurais plutôt pensé à de la tactique politicienne participative quand on voit qu'il a présenté, en lieu et place de M. Ariès peut-être, sa candidature à la CAL, et que 2 minutes avant, il n'était pas candidat et qu'il ne sait pas encore quel sera le portefeuille qui lui sera attribué. Bon, chacun ses histoires. Mais ce que je voudrais dire sur ce point, c'est qu'il s'agit d'une excellente décision de votre part, que nous accompagnerons, et qu'il faudra aller beaucoup plus loin, pour pouvoir aider, à la mesure de la commune, qui ne peut pas tout, vous avez raison, aider les commerçants et les artisans de notre ville qui ont déjà beaucoup subi avec cette crise du Covid, et bien avant. On connaît l'état de déliquescence du commerce de centre-ville. L'attractivité économique était une de nos propositions phares. Je vous invite à continuer dans ce sens, et je pense qu'il faudra renouveler, si cela est possible, et si vous y êtes bien sûr disposé, il faudra renouveler ce dispositif en 2021. Pourquoi ? Parce que l'impact, comme des répliques dans une secousse, va être durable, et les commerces n'iront pas forcément beaucoup mieux en 2021. C'est pourquoi je pense qu'il faudra supprimer de façon au moins sur 2 ans et peut-être de façon définitive cette taxe locale sur les enseignes et les publicités extérieures. Merci. Je ne veux pas
reprendre, on sait très bien que les mois qui vont arriver vont être des mois excessivement difficiles, que des entités économiques déjà fragiles vont tomber et que personne, pas plus la collectivité que quiconque, ne pourra malheureusement enrayer un certain nombre de fermetures. Et ce sera vraiment quelque chose de dommage pour notre ville, mais pas simplement pour notre ville, et pas simplement malheureusement pour le commerce. Il y a dans l'agglomération des situations d'entreprises qui sont très préoccupantes, et pas des moindres, et pas seulement des petites. Il faudra que nous fassions tous collégialement, effectivement, le pas pour essayer et tenter par des moyens qui nous seront donnés, qui sont ceux de nos compétences, ajoutés à celles du département, de la région et de l'État, pour essayer d'endiguer au maximum les dégâts que pourrait entraîner cette crise du Covid dans le domaine économique. En tout cas, nous avons pris le temps avec l'association des commerçants, et j'en remercie ceux qui ont travaillé. Je veux indiquer notamment toutes les réunions menées avec Robert Rousseau, avec Georges Fordoxel, avec Sylvie Ballon, avec Vincent Amen. Nous avons passé dans cette même salle de très longues heures pour essayer de calibrer une réponse à la hauteur des attentes. Je vais juste donner une comparaison. Thionville, sur les bons dédiés au commerce, c'est 50 000 € pour une collectivité qui fait 45 000 habitants. Ça montre l'effort significatif, extrêmement important, que la collectivité, grâce à sa bonne gestion, a pu dégager pour mesurer justement quelle était l'ambition que nous avions pour aider le commerce de centre-ville. Et je vous remercie de nous donner satisfecit sur ce sujet. Nous verrons pour l'année prochaine, on va avancer tranquillement, on va voir comment également l'État et les autres collectivités vont continuer à accompagner l'ensemble du monde économique. Nous ne pourrons pas le faire tout seuls. Il faudra bien sûr que nous soyons accompagnés dans ce domaine. Et je reviens d'un instant sur votre digression pour la communauté d'agglomération. Non, les choses ne se sont pas du tout passées comme celle-là, comme vous l'indiquez. S'il y a bien quelqu'un ici qui sait comment les choses ont commencé à se tramer, c'est bien votre serviteur. Et on aura l'occasion, pas dans cette enceinte, mais ailleurs, de reparler du traitement réservé à la ville de Longwy. Voilà, mes chers collègues. Monsieur Bouzad ? J'allais dire quasiment la même chose, que je sais qu'il y a beaucoup d'impatience au niveau de ce sujet à l'intercommunalité. Je pense qu'il faut juste savoir attendre. Ça passera le 22 juillet prochain, sur lequel peut-être on donnera une information ou pas. Et pour revenir sur le sujet principal, sur le point à l'ordre du jour, moi j'ai été super content de recevoir, comme beaucoup de Longoviciens dans ma lettre, des tickets de cinéma pour aller à mes enfants. Maintenant, il faut juste que je trouve un créneau horaire pour pouvoir me libérer. Mais c'est pour beaucoup, il y en a beaucoup qui ne s'attendaient pas. Je ne sais pas si vous avez eu des retours, les élus, mais ça fait du bien d'avoir des retours excessivement positifs de la population. Et pour certains, je pense qu'ils vont peut-être découvrir enfin des commerces qu'il y a sur la ville de Longwy, parce que beaucoup ont l'habitude d'aller faire les courses dans les marchés, dans la grande distribution. Et là, d'avoir des chèques pour pouvoir aller voir nos commerçants locaux, pour certains, je suis persuadé que ça va être une première, notamment pour les courses, les courses de la rentrée scolaire. Ça va être un bon moment agréable pour nos commerçants. La crise du Covid-19 a permis effectivement à chacun d'entre nous de redécouvrir le commerce de centre-ville.
de moins se rendre dans les grandes surfaces, mais justement de redécouvrir le commerce de centre-ville. Alors il faut que ce qui s'est passé dans ce moment particulier, eh bien, nous puissions l'encourager, nous puissions l'accompagner. C'est ce que nous faisons. Donc, je ne dirai qu'une seule chose, consommons l'ONWI, puisque c'est le slogan de ce plan de relance. Voilà, mes chers collègues, y a-t-il d'autres interventions ? Je n'en vois pas. Je vais appeler au vote la suppression pour l'année 2019 de la taxe 2020, pardon, de la taxe sur l'électricité. Non. Oh là là, c'est... l'électricité, ça vient C'était un clin d'œil à Irma, à laquelle nous pensons affectueusement en ce moment. Donc, je disais que nous allons parler de la suppression de la taxe sur l'électricité et les enseignes extérieures. Je cumule les deux. Voilà. Qui ne prend pas part au vote sur la suppression de la taxe sur les enseignes lumineuses extérieures? Personne. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, mes chers collègues, je vous remercie de votre unanimité sur la suppression de la TLPE. Ça va mieux en le disant comme ça. Dernier point à l'ordre du jour, mes chers collègues, c'est celui que nous avons rajouté en début de séance, celui sur la désignation d'un titulaire et d'un suppléant au CISCODELB. Je vous propose les candidatures de M. Ariès en titulaire et de M. Vincent Amen en suppléant. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Alors, je vois M. Servagi, Mme Herbin, M. Loubeau vote contre. Je vous remercie. Je vous demande 15 secondes. Le prochain conseil, c'est le... Je vais vous souhaiter à chacune et chacun d'excellentes vacances, je le suppose bien méritées. Nous resterons pour la plupart, bien sûr, en France, puisque on sait les conditions qui ne permettent pas de voyager à l'extérieur de notre pays. Et notre pays est si beau, d'ailleurs, que l'on peut découvrir ou redécouvrir des sites et des lieux extraordinaires. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre, le jeudi 17 septembre, mes chers collègues, jeudi 17 septembre pour notre prochain conseil municipal, qui sera lui aussi retransmis sur la chaîne YouTube, puisque dorénavant, tous les conseils municipaux seront retransmis sur YouTube. Bonne soirée à vous, mes chers collègues. Bonne soirée également aux Longoviciens et bonnes vacances, bon repos à chacune et chacun d'entre vous. Merci.